Bien, alors je tiens à remercier les organisateurs et en particulier mon collègue Miguel Jean de m'avoir proposé ce que je peux considérer comme un rôle honorifique, celui de faire cette première conférence. C'est aussi le rôle le plus difficile. Il est d'autant plus difficile qu'on s'est adressé à moi en tant qu'historien et philosophe des sciences et qu'il s'agissait en 30 minutes de proposer une réflexion à caractère historique et aussi philosophique un peu sur cette notion d'intimité. Donc vous imaginez que le défi des 30 minutes pour proposer ces perspectives historiques et philosophiques est difficile à tenir. Donc, deux premières questions. Le concept d'intimité a-t-il évolué dans le temps? Sa place dans la relation de soins? Et quelle distinction entre public, privé, intime, extime? Alors, la question est posée, cette question même, est posée dès la Constitution en Occident, parce que je ne parle aujourd'hui que du point de vue occidental, de la science et de la profession médicale. Elle est posée au moment même où la médecine se dote, en tant que discipline autonome, se dote de principes, de règles, et se dote, et ça c'est fondamental pour comprendre ce qu'est la médecine occidentale, elle se dote d'une déontologie. C'est intéressant de voir que historiquement, la question de la déontologie apparaît immédiatement avec la Constitution, l'apparition des premiers textes qui définissent l'art de la médecine et l'art de soigner en Occident. De fait, cette idée de déontologie est pour nous indissociable de celle de respect. Alors, le respect que l'on doit aux personnes, le respect que l'on doit à la communauté, aux institutions. C'est tout cela qui fonde une déontologie. Alors, le texte de référence, et on peut passer donc au point suivant, que tout le monde connaît, je me suis permis quand même de le rappeler aujourd'hui, c'est le serment d'Hippocrate. Alors simplement, le serment d'Hippocrate, il faut savoir le lire dans son contexte socio-culturel pour pouvoir comprendre exactement ce qu'il nous dit. Alors c'est un texte authentique, c'est l'un des tout premiers textes de la médecine en Occident. Donc la médecine commence quasiment, j'ai envie de dire, par ce texte. Donc c'est un texte qui date du 5e ou du 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc vous savez qu'il a une longue histoire, même si ce n'est plus aujourd'hui le même serment exactement que l'on demande aux médecins de prêter, mais c'est philosophiquement la même filiation. Et j'ai cité ici l'un des paragraphes de ce serment, donc ce n'est pas l'intégralité du texte, qui est le paragraphe qui, justement, pose ce devoir de discrétion que doit s'imposer le médecin authentique. Donc je vous donne la traduction, ce qui est une traduction très précise, elle est tout à fait fiable. Dans toutes les maisons où je dois entrer, je pénétrerai pour l'utilité des malades, me tenant à l'écart de toute injustice volontaire, de tout acte corrupteur en général, et en particulier des relations amoureuses avec les femmes ou les hommes, libres ou esclaves. Tout ce que je verrai ou entendrai au cours du traitement, ou même en dehors du traitement, concernant la vie des gens, si cela ne doit jamais être répété au dehors, je le tairai, considérant que de telles choses sont secrètes. Alors, je relève dans ce texte l'expression « dans toutes les maisons où je dois entrer ». Pendant longtemps, le médecin était quelqu'un qui allait au lit du patient, dans l'intimité de sa demeure. De telles choses sont secrètes, donc avec une opposition très, très clairement établie entre ce qui relève du dedans et ce qui relève du dehors, donc ce qui relève de l'intérieur de la maison, de l'intérieur de la famille, et ce qui relève de l'extérieur. Et puis la question des relations amoureuses qui est posée d'emblée. Alors, sous un biais, cette question des relations amoureuses, un biais qui pourrait nous étonner, il ne s'agit pas évidemment, ici, ce qui est demandé aux médecins, ce n'est pas de garder le secret ou la confidentialité sur ce qu'ils pourraient connaître des relations amoureuses dans l'environnement familial, c'est de s'abstenir d'avoir des relations amoureuses avec ses patients et les membres de la famille qu'il est censé soigner. Alors, avec... je dirais que c'est quelque chose qui pourrait nous paraître étonnant parce que ça semble aller de soi pour nous, mais avec le recul historique, c'est une question qui n'est pas si évidente que cela. Il faut rappeler le contexte, mais c'est très important de comprendre ça pour comprendre ce que c'est que cette notion d'intimité. Il faut rappeler le contexte dans lequel ce serment a été prêté. Le médecin, dans ce monde grec du 5e siècle, est le seul homme qui puisse être, tout en étant extérieur et étranger à une famille, qui est autorisé à entrer dans toutes les pièces de la maison. Ce qui lui donne un pouvoir extraordinaire.
Nous sommes dans un monde où, de fait, la sphère du privé et celle du public sont extrêmement régies, rigoureusement respectées. Et dans toute maison grecque de l'époque, il existe un lieu dans lequel aucun homme, si ce n'est le père, le mari, le frère ou le fils, n'est autorisé à rentrer. C'est l'appartement des femmes, le fameux gynécée. Le seul homme totalement étranger à une famille qui soit autorisé à pénétrer dans ce lieu, c'est un médecin. Donc c'est dire le pouvoir extraordinaire du médecin, du thérapeute, par rapport au reste de la société, au reste du monde. Et c'est précisément cela qui fonde une déontologie. On voit bien ici qu'il ne s'agit pas d'obéir à des principes qui seraient des principes moraux, même si la déontologie rejoint généralement les questions de moralité. La déontologie permet ici de justifier, de légitimer le médecin comme professionnel auquel la société accorde un pouvoir extraordinaire. Et pour que ce pouvoir extraordinaire puisse être légitime, pour qu'il puisse être accepté, alors ça commence évidemment par le pouvoir de vie et de mort, ça c'est la première partie du serment d'Hippocrate, je ne l'ai pas donné, mais c'est de cela dont il est question dans la première partie. Donc pour que ces pouvoirs extraordinaires qui sont attachés à la profession médicale soient acceptables, il faut que le médecin, d'emblée, s'impose rien d'autre que des contraintes et des limites, parce que c'est bien ce dont il est question ici. Ce sont des contraintes et des limites, et c'est ce que, d'un point de vue strict, on peut appeler une déontologie. Donc la déontologie, ce n'est pas de la morale, même si en général elle est tout à fait liée à ce qui relève de la morale d'une société. La déontologie, c'est un ensemble de contraintes et de limites que l'on s'impose dans le cadre de sa pratique professionnelle. Et l'enjeu de ces contraintes, c'est de légitimer cette pratique professionnelle aux yeux de la société. Alors, au sens propre de ce texte, l'intimité, c'est l'intérieur de la maison, je dirais, c'est la famille. C'est tout ce qui regarde la famille, et le médecin, par rapport à cette famille, est un étranger. C'est le seul étranger qui y ait accès. Alors, pour m'arrêter un instant sur la question des relations amoureuses, vous voyez bien que dans ce texte, il n'était pas question de révéler quoi que ce soit sur ce qui pourrait être la sexualité des habitants de la maison, mais c'est bien quand même la sexualité qui est en jeu aussi dans ce texte. Et il me semble assez net que pour nous, donc dans la perspective d'aujourd'hui, ce lien entre intime ou intimité et sexualité est un lien fort. Et c'est souvent sur cette question que le débat s'oriente. C'est la question d'ailleurs qui va être reprise, je pense, un certain nombre de fois aujourd'hui. J'ai relevé notamment les documents qui étaient distribués, et Miguel mentionnait tout à l'heure l'enquête Isère. On voit bien que dans notre conception, alors je dirais que là encore c'est sans doute une conception de société occidentale, l'intimité et la sexualité sont deux choses qui finalement sont très très proches l'une de l'autre. Alors je tenais à insister là-dessus parce que je pense que c'est une réalité, qu'effectivement on peut considérer que la sexualité est d'une certaine manière peut-être l'expression la plus subtile, la plus complexe de ce que peut être l'intimité d'une personne, mais il faudrait se garder de réduire la question de l'intimité à la question de la sexualité. C'est évidemment une notion qui est bien plus vaste que celle-ci. Naturellement, il faut aussi associer à ces idées, et là encore, je pense que c'est le sens de ce serment d'Hippocrate, à l'idée d'intimité, et cela a été dit aussi à l'instant, la question de la pudeur, et de la pudeur corporelle. Pour que cette pudeur soit possible, il faut que des espaces d'intimité existent, et le premier espace d'intimité, celui qui va de soi dans les sociétés traditionnelles, c'est bien celui de la maison, c'est bien celui de la sphère familiale. Par rapport à un extérieur, évidemment, parce que la question de l'existence de la pudeur et de l'intimité au sein de la sphère familiale est une autre question, qui est aussi une question fondamentale, et qui ne va pas de soi, là, pour le coup, dès lors qu'on se tourne vers des sociétés beaucoup plus anciennes que la nôtre. Alors, l'histoire de ce point de vue-là, l'histoire de l'habitat et des lieux me semble essentielle. Et c'est toujours à partir du serment d'Hippocrate que je propose cette réflexion pour comprendre l'évolution de cette notion de l'intimité et de la séparation entre public et privé. D'un point de vue historique, les historiens de l'architecture vous diront que, pour nous, quand je dis pour nous, je parle en Occident, les lieux strictement dédiés à la vie intime sont des lieux qui sont apparus tardivement.
Dans la plupart des cas, il n'existait pas dans l'habitat traditionnel, et je ne parle pas de pauvres chaumières campagnardes, mais y compris de grandes maisons aristocratiques, il n'existait pas de lieu strictement réservé à l'intimité. L'idée, par exemple, de la chambre à coucher, comme lieu particulièrement intime, c'est une idée qui ne va pas de soi historiquement. L'idée de la salle de bain, ça vous le savez tous, parce que ça ne renvoie pas à des époques si éloignées que cela, c'est-à-dire du lieu strictement réservé à la toilette, et non pas la cuisine avec la bassine au centre de la pièce. L'idée de la salle de bain, en général pour nous quand même sans doute le lieu le plus intime dans notre existence quotidienne, bien plus que la chambre à coucher même, puisque la chambre à coucher, on y est volontiers à deux, la salle de bain, c'est pas tout à fait évident qu'on y entre à deux, donc ça reste vraiment le lieu perçu comme nous, comme celui-là même de l'intimité, sont des lieux récemment apparus dans l'histoire de l'habitat, dans l'histoire de l'architecture. Et de ce point de vue, on pourrait faire un parallèle, et il est assez simple à faire, avec l'histoire des premiers lieux de soins communs, donc l'histoire des lieux de charité, l'histoire de l'assistance publique, et on pourrait s'intéresser à ce qu'a été l'architecture des premiers hôpitaux, et ce qu'est aujourd'hui encore l'architecture des lieux de soins. Pendant longtemps, l'hôpital, ça a été la salle commune. La salle commune, avec éventuellement des séparations proposées sous forme de tentures, de rideaux, et encore, notre conception aujourd'hui est de moins en moins encline à accepter ce type de disposition, qui, d'un strict point de vue, je dirais, économique et fonctionnel, restent sans doute les plus satisfaisantes. Si on raisonne en termes de fonctionnalité et d'économie, la salle commune, c'est naturellement bien plus satisfaisant que la séparation intime des patients dans un même lieu. Mais l'hôpital, pendant longtemps, a été finalement conçu sur le mode de la collectivité, du collectif, où l'on partageait tout, à travers la salle commune. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, dans certains pays, et je ne parle pas de pays en voie de développement, mais bien de pays très modernes et économiquement prospères, la salle commune reste une réalité de certains lieux de soins, en particulier lorsqu'il s'agit d'institutions publiques.